avant les questions, je passe la parole au rapporteur. Dans l'ordre suivant, Monsieur Poplin, Madame Capdevielle, Monsieur Devedjian. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues, si je commence, c'est simplement parce que dans l'ordonnancement des articles, ceux dont je suis le rapporteur viennent avant ceux de ma collègue Colette Capdevielle. Donc je concentrerai naturellement mon propos sur la partie du texte qu'il m'échoira de rapporter, à savoir la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Et parmi les dispositions concernées, celles qui tendent à renforcer l'efficacité des investigations judiciaires sont les articles 1 à 4, la protection des témoins, les articles 5 et 6, celles qui visent à améliorer la lutte contre les infractions en matière d'armes et de cybercriminalité, articles 7 à 11, et enfin celles qui renforcent les enquêtes et contrôles administratifs, ce sont les articles 17 à 21. Et même si j'ai bien compris le périmètre couvert par la chancellerie que vous nous avez indiqué, Monsieur le Ministre, je pense que je poserai des questions sur l'ensemble des articles, considérant que vous êtes ici le représentant du gouvernement. À ce stade de nos travaux, les auditions que nous menons avec Colette Capdevielle ont débuté hier. Donc je m'en tiendrai ce matin à vous interroger sur quelques points qu'il me semble utile de mettre en lumière ou d'éclairer. S'agissant de l'efficacité des investigations judiciaires, tout d'abord. L'article 1er relatif à l'extension des possibilités de perquisition domiciliaire de nuit, comme l'article 2 qui autorise le recours à la captation de données techniques associées à l'utilisation de terminaux mobiles au moyen des fameux IMSI catchers que nous connaissons bien, vous et moi, ou encore l'article 3 qui permet, toujours en matière de criminalité organisée pour les besoins de l'enquête préliminaire ou de flagrance, l'utilisation de certaines techniques de captation de données informatiques, aujourd'hui réservées à l'information judiciaire, font intervenir des décisions d'autorisation du juge des libertés et de la détention. Ce magistrat a vu son rôle considérablement évoluer au cours des dernières années sans que son existence soit encore formellement consacrée dans notre droit. Estimez-vous que l'organisation et les effectifs actuels des JLD sont de nature à leur permettre de faire face à ces nouvelles missions? L'article 4 recentre les missions de la juridiction parisienne d'application des peines sur le seul suivi des peines prononcées pour les actes de terrorisme, à l'exclusion des faits de provocation de ces actes ou d'apologie de ceux-ci. Cette disposition, selon vous, suffira-t-elle à désengorger cette juridiction et une augmentation de ses moyens est-elle envisagée? En ce qui concerne la protection des témoins, les articles 5 et 6 renforcent la protection des témoins s'exposant dans certaines affaires particulièrement graves à des risques importants de représailles, sur les nouveaux cas de huis clos, d'identification par un numéro, d'usage d'une identité d'emprunt. Nous avons une interrogation sur le fait que cette protection légitime n'emporte pas pour conséquence de faire condamner quelqu'un sur la foi d'un seul ou de plusieurs témoignages qui seraient uniquement anonymes. Pouvez-vous nous rassurer sur ce point? S'agissant de la lutte contre le trafic d'armes, les articles 7 à 9 renforcent le contrôle administratif des armes et la répression des violations des règles établies en la matière. Que représente dans notre pays ce trafic d'armes et quel lien peut-il être établi avec le trafic et le terrorisme? J'ai bien conscience que là, ce sont des matières qui relèvent plutôt de votre collègue de l'Intérieur. Toujours en matière de lutte contre le trafic d'armes, les articles 8 et 11 confient à nos services enquêteurs, qu'ils soient judiciaires ou douaniers, des moyens d'investigation qui leur permettront de procéder à des infiltrations et de recourir à la technique du coup d'achat qui est bien connue dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Est-ce que vous pourriez préciser l'état de coopération entre les douanes et les services de police en matière de trafic d'armes et au plan européen? En matière de lutte contre la cybercriminalité, l'article 11 adapte nos règles procédurales à de nouveaux enjeux, aux nouveaux enjeux de la cybercriminalité, avec de nouveaux critères de compétences territoriales dès lors que la victime est française, de nouveaux critères de compétences du parquet, du juge d'instruction et du tribunal correctionnel en raison du domicile de cette victime, l'extension des procédures
de la criminalité organisée aux atteintes au système informatique de l'État comportant des données personnelles, même lorsqu'elles ne sont pas commises en bande organisée. Pourquoi ne pas reconnaître une compétence spécifique à la juridiction parisienne en matière de cybercriminalité? Et comment l'État et les opérateurs d'importance vitale protègent-ils leur système informatique contre le cyberterrorisme? J'en viens maintenant à l'enquête et au contrôle administratif. L'article 17 étend les pouvoirs des forces de l'ordre à l'occasion des contrôles et vérifications d'identité. Il introduit notamment la possibilité pour les officiers de police judiciaire agissant sur réquisition du procureur de la République et en application de l'article 78.2.2 du Code pénal de procéder dans les lieux et pour la période prévue par ce magistrat à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages en plus des contrôles d'identité et de la visite des véhicules. Pouvez-vous évoquer les garanties encadrant cette extension du point de vue des libertés publiques? L'article 18 permet aux forces de l'ordre, à l'occasion d'un contrôle d'identité, de retenir une personne lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste, le temps nécessaire, et qui ne peut excéder 4 heures à compter du début du contrôle, à l'examen de sa situation. Ce qui peut comprendre la consultation plus extensive des fichiers de police, la vérification de sa situation administrative et la consultation des services à l'origine du signalement. Comment s'articulera cette nouvelle retenue avec la garde à vue si une telle garde à vue s'avère nécessaire, en présence de l'avocat à ce moment-là, mais comment on articule les deux périodes du point de vue de la sécurité juridique de la procédure? L'article 19 précise le cadre légal d'usage des armes pour les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés sur le territoire national en renfort des forces de sécurité intérieure, en dehors des cas de légitime défense, dans le cas de ce qui est appelé un périple meurtrier, durant lequel la légitime défense, y compris pour autrui, ne pourrait être invoquée, mais qui relève en réalité de l'état de nécessité. Comment cette mesure s'articulera-t-elle avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme s'agissant du droit à la vie? Et nous avons une interrogation sur la notion de temps rapproché telle qu'elle est indiquée dans le texte. Le temps rapproché, c'est quoi? Est-ce que c'est quelques minutes ou est-ce que c'est 48 heures, voire davantage? Enfin, si le phénomène des ressortissants français se rendant dans des pays en guerre pour participer au combat n'est pas nouveau, il a pris une ampleur tout à fait inédite au cours des dernières années avec le départ de centaines de jeunes, hommes et femmes notamment en Syrie, pour rallier des groupes combattants terroristes. Le rapport de la commission d'enquête menée par l'Assemblée nationale établit un constat inquiétant. Les retours de djihadistes de la zone irako-syrienne sont l'un des facteurs importants de l'aggravation de la menace, la majorité d'entre eux ayant combattu dans les rangs de Daesh, qui a officiellement appelé à la commission d'attentats terroristes en France et dans les pays participant à la coalition. L'article 1 renforce le contrôle à l'égard des personnes qui se sont déplacées à l'étranger afin de participer à des activités terroristes et qui sont de retour sur le territoire national en étant susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique. Est-ce que vous pouvez préciser les publics ciblés, une estimation en particulier du nombre de personnes qui pourraient être concernées par ces mesures et un peu la mécanique envisagée à partir du moment où le retour est constaté? Je vous remercie. Merci, monsieur.